Concernant l'aperçu de ces guides, faites de moi un agent de changement de comportement. Il s'agit de l'utiliser pour lire, aussi à former d'autres personnes. Et ces guides est organisé par des programmes contextualisés par la formation et il y a des leçons bien établies. Et dans ces leçons, il y a les leçons de 1 à 9, ce sont des leçons non avancées. Et les leçons de 10 à 14 B sont des leçons avancées. Ce sont des leçons avancées, des leçons qui peuvent être, ça dépend de participants. Si les participants ont déjà reçu de formation à la langue et ils ont une expérience en tant qu'agent de changement de comportement, vraiment, ça ne les dérange pas de considérer quelques leçons avancées être non avancées ou tu vois, vice-versa. Il y a titres qui sont déjà projetés. Par exemple, introduction au changement social et de comportement, comprendre le genre et les préjugés sexistes, tout ça, ce sont des leçons jusqu'aux leçons 10-14, jusqu'aux leçons 14A. Ça sont considérés comme des leçons avancées, vraiment qui détient vraiment des informations clés qu'un agent de changement de comportement vraiment doit prendre son temps pour quand il est en train de former des participants qui veulent aussi être des agents de changement de comportement. Toutes les leçons sont vraiment bien établies et il y a aussi vraiment deux parties chaque leçon. Par exemple, il y a une introduction, un sommaire de ce que nous attendons de cette leçon. Et dans les sommaires, vraiment, il y a dans la description des objectifs de base sur l'accomplissement de la leçon en soi, la durée de la leçon. Ça, c'est très important parce qu'on doit définir combien de temps la leçon doit vraiment prendre et le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire pour la leçon doivent être préparés à l'avance normalement. Par exemple, si vous allez utiliser des flip charts, si vous allez utiliser des notes, vous allez utiliser des jeux, ça doit vraiment être préparé à l'avance pour que ça puisse servir lors de la leçon. Et c'est bien défini dans le module, c'est bien préparé et tout ça, comme je l'ai dit avant, ces modules est vraiment simple à utiliser pour des formateurs qui veulent former les autres. Et donc, il y a toutes les indications vraiment qui aident le participant, mais aussi le formateur à bien disséminer les leçons qui sont prévues dans le module. Concernant le contenu du guide, pourquoi cette leçon? Ça, c'est parmi une grande question qu'on doit se poser. C'est quoi l'importance d'une leçon à une autre qui sont dans ces modules? Et pour ça, il y a vraiment besoin de se préparer à l'avance. Et la préparation que le facilitateur peut faire à l'avance, c'est bien détaillé même dans le module. Et il y a une partie qui les décrit clairement et ça peut être vraiment bien disséminé avant de commencer une formation. Mais aussi, il y a la partie des tâches. Et c'est vraiment le pas à pas de la leçon avec toutes les activités participatives et le contenu de l'animateur. Passer, par exemple, en revue pendant la leçon, le calendrier qui est bien défini et précisé avant de commencer même la leçon. Et ça va vraiment vous guider en tant que formateur ou participant à connaître qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait, et tout ça à l'ensemble du tout. C'est ce qui rend au fait ces guides plus simples à utiliser parce que tous les éléments sont bien détaillés sans problème et faciles vraiment à être consommés par tous les participants.
Alors, comme mentionné, pour le sommaire du guide en question, chaque programme peut décider de la manière de former son personnel. OK? On peut choisir les leçons à former pendant une période de formation de 4 à 5 jours. Ça dépend vraiment d'un programme à un autre. Et il peut intégrer les leçons dans d'autres formations. Il peut faire des leçons pendant les réunions trimestrielles. Donc, ainsi de suite, ça dépend vraiment. C'est facile d'adapter ces modules à n'importe quelle formation ou réunion ou rencontre en équipe, n'importe où. Il n'y a pas besoin vraiment de mettre des charges, beaucoup de logistique. Non, tout simplement, c'est pour montrer comment le but, c'est de ne pas compliquer les choses, mais du tout, dans une manière simple, présenter ces modules et partager le contenu du guide, tout ça. Et le but de ce guide est vraiment d'être flexible à toutes circonstances, le partager avec le participant, avec l'objectif de former vraiment un agent de changement de comportement aussi flexible à s'adapter dans tous les contextes possibles. Comme nous voulons maintenant approfondir un peu plus sur une leçon qu'on va discuter en petits groupes. Et ça, c'est les changements des comportements négociés. Et si vous me suivez bien, dans notre guide, à la page numéro 46, vous allez trouver cette leçon, changement des comportements négociés. Cette leçon présente les comportements idéaux et meilleurs comportements suivant le deuxième choix qu'on peut proposer aux participants, ainsi que les étapes de la négociation. Ça, c'est très, très important. En tant qu'un agent de changement de comportement, on doit vraiment être capable à négocier un comportement idéal pour le participant. Alors, ensemble, avec la communication efficace et des compétences des facilitateurs, la négociation est une autre compétence fondamentale de base dont l'agent de changement de comportement ont besoin lorsqu'il travaille avec le membre de la communauté. Vraiment, ça c'est très important et c'est une vraiment des compétences que, avec le temps, vous allez comprendre qu'en tant qu'un bon négociateur, toutes les choses vont vraiment aller paisiblement, avec facilité, lorsque vous êtes en train de vouloir un changement quelconque dans la communauté. Et pour le secteur de moyens de substances et de l'eau, ça c'est le WASH par exemple, eau, hygiène et assainissement. Ces compétences aident les agents de changement de comportement à travailler avec le participant au programme pour comprendre mieux les barrières à l'adoption de nouvelles pratiques et trouver ensemble des solutions. J'insiste un peu ici, trouver ensemble de solutions. En tant qu'agent de changement de comportement, quand on s'approche de la communauté, ne sont pas là pour aller donner les solutions, mais plutôt travailler ensemble avec la communauté pour voir qu'est-ce qui est faisable dans la communauté et ensemble, on va adapter pour voir comment on peut vraiment trouver ensemble cette solution idéale. Et dans les prochaines minutes, bien sûr, nous présenterons le comportement idéal et le comportement de deuxième choix, bien sûr. Parce que vous voyez souvent adopter les comportements idéaux est très difficile. Et c'est pourquoi on propose toujours d'avoir une autre alternative, deuxième choix, pour donner le participant plus des options, quoi. Comment il peut s'adapter à la deuxième choix pour pouvoir quand même faire et participer pour être un pratiquant. Et puis, nous ferons de petits groupes de discussion afin de déterminer comment ils s'appliqueront à leurs programmes respectifs. Ça peut être agriculture, ça peut être dans le WASH, ça peut être dans plusieurs secteurs, vraiment, c'est applicable. Et vraiment, le comportement idéal et deuxième choix, ce sont deux choses qui marchent toujours ensemble. Vraiment, c'est très important. Par exemple, dans le WASH, on peut dire que
on veut voir vraiment que la communauté stocke de l'eau potable dans un récipient fermé avec un couvercle et un robinet. Pour protéger l'eau, étant donné que c'est de l'eau de boisson, on doit bien la protéger, ok? Alors, par exemple, je vais donner notre exemple d'agriculture. Il peut s'agir de stocker, par exemple, les céréales dans les sacs hermétiques pour éviter la moisissure. Tu vois que ça, c'est ce que nous voulons voir dans la communauté. Cependant, il n'est pas toujours possible pour le participant d'adopter les comportements idéaux. Il peut y avoir de nombreuses raisons à cela et il est important que le personnel ne fasse pas d'hypothèses sur ce comportement. C'est très important. Alors, il est donc important de travailler avec le participant afin de comprendre leurs pratiques actuelles et les obstacles auxquels ils sont confrontés pour adopter le comportement idéal et travailler pour identifier et négocier le comportement de prochaines options. Tu vois, la personne n'a pas été capable d'adopter le comportement idéal, mais tu vas négocier, tu vois, le mot négocier revient encore. Vous allez négocier ensemble pour voir qu'est-ce que nous allons adopter pour pouvoir être près de ces comportements. Souvent, le manque de connaissances n'est pas le principe, la principe raison pour laquelle une personne ne pratique pas un comportement. En prenant le temps d'écouter plutôt que de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, nous pouvons soutenir les changements de comportement. Donc, en tant qu'agent de changement, écouter est très nécessaire pour nous. Et ça peut nous aider aussi à orienter la personne pour que la personne prenne une bonne décision. Dans nos exemples, c'est dans un comportement de deuxième choix, par exemple, pourrait être, par exemple, c'est un exemple que je donne, par exemple, dans le wash, utiliser les récipients avec un petit boulon, tu vois, les recettes, par exemple, vous avez, pour les céréales, comme on a bien dit avant, les garder hermétiquement. Boulon, par exemple, dans les jerrycans ou des bouteilles en plastique. On change maintenant. Si vous n'avez pas de sac où garder les céréales, là, vous allez, par exemple, les mettre dans le bidon, les jerrycans ou dans les bouteilles à plastique. Vous voyez que, donc là, on identifie c'est quoi, quels sont les éléments qui sont disponibles au niveau de la communauté et directement on capitalise avec ça. Donc, dans le guide, faites-moi un agent de changement, il y a également un exercice, 6 actions faisables pour mieux pratiquer ça et plusieurs exemples sont donnés et il est d'autant de façons de réfléchir à l'idéal ou au prochain meilleur comportement ou encore les étapes à franchir en cours de route pour parvenir à un comportement idéal. L'objectif au fait de la petite action faisable ou le PAF que je vais dire est des comportements idéaux suivants et de connaître que les gens ne vont pas souvent rapidement jusqu'à pratiquer le comportement parfait à 100% du temps. Donc ça, on doit les garder vraiment les gens appliqués à 100%, c'est un peu difficile. À 50%, par exemple, la personne est capable de pratiquer à 50% et on l'aide lentement pour arriver à 100%. Et c'est ça maintenant l'avantage de la négociation. Et c'est là où nous sommes. Avec la négociation, si la personne n'arrive pas à pratiquer jusqu'à 100%, cette négociation va jouer. Et les avantages de la négociation, bien sûr, il y a cinq avantages de la négociation. Premièrement, ça renforce la confiance entre un agent de changement et le membre de la communauté. Ça c'est primordial. Ça, on doit les garder. Et notre avantage, ça encourage le changement continu et peut identifier les meilleures pratiques possibles dans une situation donnée. Même si celle-ci ne constitue pas nécessairement la solution idéale, mais quand même, tu vois, petit à petit, la personne va y arriver. OK? Et établir un peu entre le besoin et les valeurs de l'individu, les groupes, en fait, c'est dans la tu vas appliquer à la
personne qui scientifiquement c'est acceptable, vraiment les scientifiques croient ceci, cela, tu vois, vraiment étant donné que vous avez un grand rapport entre vous deux et du coup, on établit vraiment ce pont-là entre nos besoins, les besoins de la communauté, mais aussi vraiment la compréhension. Mais aussi, ça aide l'agent, les agents de changement de comportement à apprendre ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent et font en utilisant des comportements d'écoute. L'écoute est très important, de demander, et de négocier, tu vois, en utilisant des comportements d'écoute, de demander, poser plus de questions, mais aussi des négociations. Ça, c'est très important parce qu'en écoutant, on apprend beaucoup de choses. Est-ce que la personne vraiment adhère? Il comprend que c'est très nécessaire. Et autre chose, dernièrement, favorise les approches positives chez les agents de changement de comportement et renforce la volonté d'apprendre des autres. Dans cette leçon de changement de comportement négocié, il y a 8 étapes que vous voyez déjà sur l'écran. Et dans la formation, bien sûr, les participants sont formés sur une approche systématique de négociation pour pouvoir identifier les barrières et le deuxième choix, bien sûr. Alors, écouter, négocier un changement de comportement pendant la formation, bien sûr que les participants ont plusieurs opportunités de participer et de pratiquer, comme je l'ai dit, participer activement, pratiquer ces comportements dans des jeux de rôle et des activités réalistes, quoi. Et là où on pratique tous ces 8 étapes pour qu'ils développent ces compétences, aussi pouvoir à bien faire le suivi quand ils font des visites à domicile. Comme je le disais, en bref, en résumé, la négociation pour le changement de comportement consiste à travailler avec le participant pour comprendre leur comportement actuel, les barrières qu'ils peuvent rencontrer pour adopter des comportements idéaux et à travailler avec eux pour identifier et négocier l'essai des comportements suivants ou petites actions faisables. Comme il y a plusieurs terminologies, donc c'est très important de les utiliser aussi. Donc, il est essentiel d'établir une relation de confiance avec les participants et de connaître leurs motivations et les obstacles auxquels ils sont confrontés pour négocier un changement de comportement. Gardez cela à l'esprit vraiment, c'est très nécessaire